Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Et nous débutons par cette brève. Aujourd'hui, cela correspond donc au 103e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018, lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Até Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Nou Mamadou Arzika et maître Lirwana Abdraman du MPCR et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans les prisons civiles de la région de Tillabéri, répartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, Nou Mamadou Arzika détenu à Tillabéri, Moussa Até Tchangari à la prison de Wallam, maître Lirwan Abdraman à Dekena. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 82e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et de Djori Ibrahim d'Alternative Espace Citoyen, arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolom. À Zender également, deux acteurs de la société civile, Yahya Badmassi d'Alternative Espace Citoyen et Sadat Ila Damalam du MPCR continuent à garder prison pour leur détermination dans le combat contre la loi de finances 2018. Depuis les arrestations de tous ces acteurs de la société civile et les autres au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. L'actualité de ce jour, vendredi, c'est donc cette pose de la première pierre. Le président de la République, chef de l'État, Issouf Mamadou, a procédé ce matin à la pose de la première pierre des travaux de construction de l'hôtel présidentiel Radisson Blu de Niamey. Il s'agit là d'un hôtel qui accueillera les chefs d'État qui, dans le cadre de la conférence de l'Union africaine Niger 2019. Le compte rendu avec Ismaël Oumy. Construire un hôtel apte à recevoir les hôtes qui vont participer à la 33e conférence de l'Union africaine prévue en juillet 2019 à Niamey, motif de cette présence des autorités sur le chantier qui verra bientôt ériger l'hôtel présidentiel avec toutes les commodités requises, estime le ministre du Tourisme. L'hôtel aura une capacité de 51 chambres, dont 160 chambres standards, 10 suites exécutives, 12 suites juniors, 7 suites longue durée, une suite présidentielle, une suite royale. Il disposera aussi d'un restaurant gastronomique, d'un bar, de 3 salles de réunion, d'un centre d'affaires, d'un SPA, d'un centre de fitness, d'un parking intérieur pour 100 véhicules et d'une piscine extérieure normative. Il permettra également de créer 500 emplois permanents. À travers ces coups de pelle, le président de la République lance ainsi officiellement les travaux de construction de l'hôtel qui va héberger les chefs d'État qui vont participer à ce rendez-vous de Niamey. Il s'agit d'un investissement de près de 30 milliards. Et cet investissement va créer les conditions d'augmentation de la capacité d'accueil de la ville de Niamey. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons créer les conditions d'une meilleure compétitivité de Niamey à accueillir les événements internationaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi la promotion du tourisme dans notre pays. Je voudrais aussi souligner qu'il s'agit là d'un investissement entièrement privé. Je suis heureux d'avoir participé à cette cérémonie. Rendez-vous dans quelques mois pour l'inauguration de l'hôtel totalement réalisé, parce que Souma a l'expertise, a la compétence, a eu à faire les mêmes prouesses, si je peux dire, dans d'autres pays. Le coût des travaux de l'hôtel présidentiel 5 étoiles est estimé en 30 milliards de francs CFA. Et c'est sur le pôle de l'entreprise turque Souma que se repose désormais la lourde tâche de rendre opérationnel l'hôtel d'ici mai 2019.
Le projet du budget des futures échéances électorales de 2021 au centre d'une rencontre ce matin entre les responsables de la CENI et les partenaires techniques et financiers du Niger. On fait le point avec Nasser Dantouf. 87 milliards 97 millions 211 448 francs CFA. C'est le projet budget établi par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'organisation des différentes échéances électorales que projette le pays courant l'année 2021. C'est dans l'optique de mener à bien le processus électoral que le dit projet a été présenté aux différents partenaires techniques et financiers. Ce projet, il faut le dire, établi par la CENI, couvre les dépenses liées à son fonctionnement ainsi qu'à celui de ses démembrements. Il s'élève à 87 milliards 97 millions 211 448 francs ainsi composés. Fonctionnement courant de la CENI pour l'ensemble du cycle électoral, c'est-à-dire 2017-2021, 7 milliards 274 491 823 francs. Les coûts inhérents à la contribution de la CENI au nouveau fichier électoral biométrique, non compris ceux du contrat à signer avec l'opérateur technique. 42 milliards 790 millions 799 625 francs. L'organisation des élections locales, c'est-à-dire les élections municipales et les élections régionales, qui s'élèvent à 13 milliards 555 millions 180 000 francs. L'organisation des élections législatives et présidentielles, premier tour, 13 milliards 725 180 000 francs. Organisation des élections présidentielles, deuxième tour, 9 milliards 751 560 000 francs. Pour ce qui est du fichier électoral biométrique, clé de la réussite de ces futures échéances, beaucoup reste encore à faire. Le fichier biométrique requiert la détention de pièces d'état civil par le plus grand nombre de citoyens, ce qui n'est pas encore le cas, puisque moins de 30% des électeurs figurant sur les listes précédentes y ont été inscrits sur présentation de pièces d'état civil. C'est cette situation qui a justifié logiquement le choix de recourir aux audiences foraines pour la délivrance des pièces d'état civil aux citoyens qui en font la demande. Ces audiences foraines, il faut le rappeler, devraient permettre de délivrer 6 millions d'actes de naissance, 1 million d'actes de mariage, 1 million d'actes de décès. Elles s'adressent à tous les citoyens et à toutes les citoyennes en âge de voter et susceptibles d'avoir l'âge de voter au prochain scrutin, je vais dire 2019-2021. Cette opération vise à réduire le nombre de citoyens fantômes, c'est-à-dire des citoyens physiquement comptables, mais juridiquement inexistants. Après la présentation du chronogramme le 22 mai 2018 dernier et de ce projet du budget, la CENI annonce sa disponibilité à recevoir tout appui ou coopération sous quelque forme que ce soit pour l'exécution du cycle électoral 2018-2021. La suite de ce journal avec le rapport annuel 2017 de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP qui a été présenté officiellement ce vendredi par la présidente du Conseil national de l'ARTP. Des recommandations et des suggestions ont été formulées dans ce rapport présenté en présence des membres de l'ARTP et d'autres partenaires. C'était également en présence de notre reporter Hassan Saleh Moustapha. C'est l'une des obligations de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP. Cette présentation chaque année du rapport annuel qui rend compte des activités et de l'application des dispositions législatives et réglementaires ainsi que le respect des prescriptions afférentes aux conventions, licences et autorisations relatives au secteur régulé. Pour le secteur des télécommunications, les difficultés observées depuis 2015 sur le marché de la téléphonie, autrement dit de la voix, se sont encore poursuivies en 2017 avec une baisse des volumes de trafic téléphonique.
Si cette situation de baisse des activités voit et une tendance généralisée au niveau mondial, il n'en demeure pas moins que certaines réformes, comme l'introduction de la taxe ATI, ont contribué à la contraction du marché. Malgré ces contraintes, le taux de pénétration téléphonique est passé à 45,54% en 2017 contre 38,63% en 2016, soit une hausse de 6,91 points. Ainsi, le taux de pénétration de l'Internet mobile, qui était seulement de 1,42% en 2012, soit 242 992 abonnés, est passé à 23,22% au 31 décembre 2017, soit près de 21,80% de hausse à l'espace de 5 ans. La RTP veille aussi à la protection des intérêts des consommateurs. Elle s'intéresse ainsi aux inquiétudes légitimes sur la prolifération des stations radioélectriques et plus particulièrement de celles des réseaux de téléphones mobiles et des émetteurs de radiodiffusion. Face à ces préoccupations de la population et conformément à la réglementation en vigueur, la RTP a mené, avec l'assistance d'un cabinet d'une étude, pour la mise en place d'une réglementation et la définition d'un protocole de mesures sur la protection du public contre les champs électromagnétiques au Niger. Il faut souligner qu'en 2017, la RTP a infligé des amendes pour environ 5 milliards de francs CFA aux différents opérateurs de la place pour la non-qualité de leurs services. En termes de perspective, la RTP recommande au gouvernement d'accélérer l'adoption de l'avant-projet de loi sur les communications électroniques afin de permettre aux régulateurs d'envisager l'avenir de la régulation avec de nouveaux types d'opérateurs comme les opérateurs mobiles virtuels et de nouvelles offres de services basés sur de nouveaux réseaux. Elle souhaite également l'adoption du projet de texte portant sur la protection du public contre les champs électromagnétiques. Enfin, la RTP sollicite du gouvernement l'adoption de la politique sectorielle postale en cours d'élaboration dont l'une des conséquences pourrait conduire à une révision des dispositifs législatifs et réglementaires encadrant le secteur postal. Cette institution est dotée des outils législatifs et réglementaires adéquats et de ressources humaines et financières lui permettant d'accomplir efficacement sa mission d'intérêt général. Parlons à présent du BPC 2018. Les résultats sont proclamés dans certaines régions de notre pays. En attendant la proclamation du taux de réussite national, l'on murmure des manquements et des cas de fraude. C'est le cas au jury 89 situé à la rive droite, comme l'a révélé le secrétaire général de l'ONG Conseil citoyen pour le consommateur 3C. Que choisir? On l'écoute. Les cas de fraude, on en a vu. Même hier seulement, on était à Harobanda. Donc dans un des jurys de Harobanda où on a proclamé les résultats après la fin des examens, évidemment, après la fin des épreuves. Il y a eu un changement de liste, ce qui n'est pas normal. Imaginez, il y a déjà une proclamation qui est là, les élèves viennent regarder leur nom sur la liste et qu'à la fin, on leur dit la liste a été changée. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'un temps soit peu, il faut qu'il y ait en tout cas cette crédibilité par rapport aux résultats des examens dans ce pays-là. Un temps soit peu, avant même de proclamer les résultats, moi je pense qu'il va falloir en tout cas analyser la situation de façon profonde avant de dire voilà les résultats, je vais les afficher en tant que jury. Finalement, on était interpellé par rapport à ces cas de fraude et finalement, une fois sur le lieu, on a constaté, on a vérifié les faits et on a constaté que c'est exactement cela.
Donc il y a eu des candidats qui ont vu effectivement leur nom sur la première liste, mais à la fin, sur la deuxième liste, il n'y avait plus leur nom. Le jury s'est prononcé, ils nous ont fait comprendre que c'est une situation qu'ils ont en tout cas mal vécue. C'est une organisation dans laquelle il y a eu vraiment en tout cas des choses déplacées, etc. etc. Ce sont des excuses qui ne tiennent pas en réalité. Ils nous ont fait comprendre que dans la correction, c'est-à-dire il y a eu, comment on appelle ça, des remplacements de copies. Quand on corrige la copie, par exemple, d'un élève, normalement, c'est dans l'anonymat, on la corrige. Alors, c'est un numéro on attribue à cette copie normalement. Et après, on nous fait comprendre qu'il y a eu un changement de numéro par rapport à ces copies, ce qui a fait que, après avoir constaté les faits, ils étaient dans l'obligation de changer aussi la liste des... Mais moi, je me suis dit que c'est un travail qu'on devrait faire en amont. On devrait le faire en amont avant de dire, voilà les résultats, je suis là pour les proclamer. Donc, avant d'afficher une liste des résultats, moi je pense qu'il faut au préalable en tout cas faire ces analyses-là. C'est vraiment une pratique avec laquelle on n'est pas du tout d'accord. On n'est pas d'accord pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont vu leur nom sur la liste et aujourd'hui qui sont empêchés d'être sur la liste. Et ce qui n'est pas, je dis bien, normal. Dans certains pays, les choses ne se passent pas comme ça. Vous ne pouvez pas empêcher le nom de quelqu'un sur la liste des résultats proclamés d'un examen et lui dire après qu'il n'est pas admis. Ça ne se fait pas. Et même si ça se fait, moi je pense qu'il y a des chemins à suivre par rapport à ces faits. Voilà, du chemin à suivre et affaire à suivre. Notons donc le coup d'envoi ce matin des activités de la 13e édition de la semaine des étudiants de la faculté des sciences et de la santé. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé publique et de plusieurs invités. Asma Ousseidou pour le compte rendu. Sensibiliser la population en général, les étudiants en particulier, sur la croissance démographique, c'est l'objectif visé à travers cette 13e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive des étudiants à la faculté des sciences de la santé. Le thème retenu pour cette année est contribution de l'étudiant dans l'atteinte d'une couverture sanitaire effective dans un contexte de croissance démographique. L'objectif visé à travers cette 13e édition, c'est surtout de créer un cadre d'échange et de fraternité entre les camarades de la faculté des sciences de la santé en particulier et ceux de l'université en général. C'est pourquoi nous avons choisi le thème central contribution de l'étudiant en faculté des sciences de la santé pour une croissance démographique ici au Niger. Donc un thème qui est aujourd'hui d'actualité tristement célèbre. Un thème dont nous avons tout de suite même maintenant pris l'engagement avec nos camarades et les différentes commissions de partir aux couches les plus vulnérables pour les sensibiliser vraiment par rapport au danger qui est lié au mariage précoce. Au cours de cette activité, nous aurons à organiser des conférences, des débats, donc des soirées culturelles, des soirées dansantes au cours desquelles nous allons toucher au fond vraiment de ces thèmes-là. Le représentant du doyen de la faculté des sciences de la santé a au passage remercié et encouragé les étudiants de la dite faculté. Prenant la parole à son tour, le président du Conseil national de la jeunesse a salué l'initiative et surtout le choix du thème. Le Niger est l'un des pays qui enregistre le taux de natalité le plus élevé au monde. Donc quand des jeunes étudiants, notamment ceux de la médecine, s'intéressent à la question, je pense que cela peut aider le pays à renverser la tendance. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui souffrent avec la fistule, avec des filles qui se marient avant l'âge de 18 ans. D'ailleurs, les statistiques le prouvent. 78% des filles sont mariées avant 18 ans. Donc je pense que ces genres d'initiatives doivent être encouragées, soutenues et mieux, nous avons en tout cas saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de nos autorités pour que
les jeunes soient formés dans plusieurs spécialités. Les jeunes s'intéressent à la question de la démographie. Aujourd'hui, c'est une question d'actualité. Il faut qu'on s'y mette pour que dans 10-15 ans, notre génération ne puisse gérer des difficultés, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, pour que les filles puissent se marier à l'âge requis. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces étudiants vont être des ambassadeurs de la croissance démographique et je pense qu'ils méritent le soutien du peuple, ils méritent l'accompagnement du gouvernement. En marge de cette semaine, une conférence sera animée par Dr Ali Ada, suivie d'une kermesse. Restons toujours dans les locaux de l'Université Abdoul Diofo de Niamey avec le nouveau bureau exécutif de l'UNUN qui a prêté serment hier après-midi. Cette fois-ci, retrouvons Nafisa Yaya. Arifa Hassan et son équipe prennent ainsi fonction à travers cette prestation de serment. Le témoin leur a été passé par le bureau sortant, ce qui les envoie à l'exercice de leur mission. Le combat qui nous attend est un combat de longue haleine. La lutte qui nous attend est une lutte qui demande beaucoup d'abnégation, de courage et de détermination. L'USN en général et l'UNUN en particulier a fait face à beaucoup de troubles, à beaucoup de bouleversements qui ont conduit, n'est-ce pas, les camarades à faire face à certaines conséquences aujourd'hui que nous connaissons qui sont drastiques et dramatiques. Face aux défis qui se posent non seulement à notre institution universitaire, aux défis qui se posent mais surtout aussi à notre pays, je crois que de notre part, en tant que comité exécutif, nous allons résolument nous engager dans un combat inlassable et démontrer à la face du monde entier et à la face du Niger, particulièrement au peuple nigérien, que les étudiants tels qu'ils ont été avant-gardistes de par leur histoire et l'histoire de leur institut, de leur organisation syndicale, continueront à maintenir le cap quant à la lutte pour les masses populaires. Pour ce nouveau comité, des solutions idoines sont d'ores et déjà envisagées pour la libération de leurs camarades arrêtés lors des manifestations du mois d'avril dernier. Une procédure judiciaire est déjà en cours. Je crois que par rapport aux camarades qui sont détenus, nous créerons les conditions, Inch'Allah, de faire foi d'abord à la justice et de continuer à nous battre de façon juridique avec les avocats qui militent à nos côtés, qui luttent à nos côtés. Et Inch'Allah, nous avons confiance et foi à la justice nigérienne. Nous savons que les raisons pour lesquelles les camarades sont détenus, Inch'Allah, seront prouvées et ils seront innocentés. Au nombre de 7 pour un mandat d'1 an, ce nouveau comité exécutif à la tête duquel se trouve Arifa Hassan aura pour mission la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. La salle de réunion de l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH a servi de cadre ce matin au vernissage d'un ouvrage intitulé Justice sociale et paix en Afrique. Cet ouvrage est composé de 266 pages. D'autres précisions avec Nafis Zaou. Justice sociale et paix en Afrique, réflexion sur les voies du droit, c'est l'intitulé de cet ouvrage de l'auteur nigérien Dr Halidou Yakouba, dont la présente cérémonie marque son vernissage. L'auteur relate les raisons qui l'ont poussé à écrire ces livres. Dans le cadre justement de la construction de la paix en Afrique, parce que de mon point de vue, justement, la condition première, originelle et fondamentale de tout développement dans un État, c'est justement la paix. Aucun développement n'est possible sans la paix. Mais les gens commettent souvent une confusion sémantique sur justement cette notion de paix. Il faut donc un arsenal, il faut un outillage conceptuel pour bien saisir le contenu substantiel de la paix. Pour produire cet ouvrage, l'auteur a procédé à des recherches ici au Niger et à l'extérieur. Cela m'a pris 2 ans, justement, à travers des recherches aussi bien au Niger qu'à l'extérieur. Parce que j'ai pu, bien avant, aller donc dans d'autres États, à des colloques, à des recherches, à des rencontres scientifiques. J'ai pu produire moi-même des articles et j'ai essayé donc de voir comment créer en fait une synthèse de mes articles, de mes travaux, faire ce qu'on appelle une unité dialectiquement obtenue donc de toutes mes recherches par rapport à la question de la paix qui est la condition première du développement de tout État et particulièrement de notre continent, le continent africain, qui est ce continent qui tarde à être dans l'histoire universelle. Parce que pour être dans l'histoire universelle, il faut se développer. Et le développement est un concept holistique. Le développement est à la fois matériel et spirituel.
ignorer une dimension donc du développement, c'est ignorer la notion donc de développement. Paru aux éditions L'Harmattan, ce roman est composé de 206 pages. Parlons à présent du sport avec l'actualité du week-end. C'est donc l'élection du nouveau président du comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, qui aura lieu demain, Inch'Allah. 2 candidats sont à liste, le président sortant Alajide Issaka et le président de la fédération nigérienne de volley-ball, Issouf Badar. Du côté du président sortant, l'on dresse un bilan satisfaisant tout en restant confiant pour la victoire. On écoute le secrétaire général du COSNI, Amadou Youssouf Tijani. C'est le lieu de féliciter l'ensemble des présidents de nos fédérations nationales pour cette adhésion massive et salutaire aux idéaux et aux fondements de l'olympisme. Sur le plan managérial, la gestion financière a été nettement améliorée. L'organisation a été renforcée. Le COSNI s'est doté d'un organigramme, d'un manuel de procédure, d'un logiciel comptable. Les locaux qui abritent le siège ont été réhabilités pour tenir compte des besoins réels de l'association et des équipements informatiques installés afin de moderniser davantage le système de travail. Tout a été mis en place pour créer les meilleures conditions de travail et de production de meilleurs résultats. Le mandat actuel nous a servi à assainir et à apaiser la situation au sein du mouvement olympique en créant une atmosphère beaucoup plus saine tout en renforçant la cohésion et la solidarité. Ce qui a permis aux différentes structures sportives d'être plus performantes et prendre conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans le rayonnement du sport au Niger. Certes, nous aurions souhaité une collaboration plus dynamique avec les différentes parties prenantes pour faire face aux défis qui nous attendent. Mais j'ose espérer que la collaboration sera meilleure avec la nouvelle équipe du COSNI. En ce qui concerne nos perspectives, il s'agit en tant qu'élément du CIO de ne jamais s'écarter des missions fixées à tous les CNO, donc les comités nationaux olympiques. Et il sera illusoire pour nous de proposer un programme aux fédérations autre que ceux, donc il y a 21 programmes attribués au CNO au début de chaque Olympiade. C'est vendre donc du vent pour nous de dire que bon, nous allons créer des conditions qui ne seront pas réalisées. Dans toute perspective rationnelle et de réalité, je ferai donc pour moi en tout cas l'essentiel pour que pour notre part le COSNI réponde aux attentes des athlètes. Je mettrai l'accent surtout sur le respect de la charte olympique, parce que nous on ne peut pas s'écarter de la charte olympique, le respect de la charte olympique, le respect de l'agenda 2020 et assurer une plus grande qualification donc, de nos athlètes aux différents tournois de qualification, notamment en ce qui concerne les Jeux de Tokyo 2020 où nous escomptons en tout cas au regard du potentiel que nous avons dans cette mandature-là, nous espérons avoir beaucoup de médailles et être accueillis comme ce fut le cas à Rio, effectivement, avec beaucoup d'athlètes qui viendront avec des médailles de toutes sortes de couleurs possibles. Donc, le renforcement des différents boursiers, des capacités des différents boursiers que nous avons eu au nombre de 6, ce qui est une exception quand même dans la sous-région, et si vous voulez, une image qui nous permet donc de fonder de l'espoir quant à la réussite de ces athlètes et quant au succès que nous pouvons attendre d'eux aux Jeux Olympiques donc, de Tokyo 2020. Nous comptons sur la mobilisation générale de l'État. Youssouf Tijani, donc secrétaire général de l'équipe sortante du COSNI, et le président sortant donc Alajide Issaka, candidat pour un second mandat à la tête du COSNI. Alajide donc aura en face de lui un adversaire, il s'appelle Issouf Badar, il est le président de la fédération nigérienne de volleyball.
Il prône une fois élu donc le changement de mouvement olympique sportif nigérien. On l'écoute. Nous pensons que pour le sport, il est question d'une souveraineté et surtout d'une transparence dans la gestion. Et nous venons parce qu'aujourd'hui le sport quand même a beaucoup de problèmes, surtout les premiers problèmes que nous pouvons citer, c'est le mode de financement. Le mode de financement du sport qui pour tout le monde doit être le ministère des Sports, l'État donc. Et le deuxième point qui est la faiblesse organisationnelle du mouvement sportif olympien du Niger. Donc nous apportons un nouveau souffle. Nous pensons que quand même c'est une gestion qui est assez archaïque. Ça fait quand même plus de 20 ans que ces personnes dirigent le comité olympique. Pour nous, nous venons pour essayer d'apporter un nouveau souffle, d'apporter d'autres solutions pour un peu régler ces problèmes de financement du sport, pour un peu amener plus de bonne gestion dans la gestion du comité et surtout de diversifier les modes de financement des différentes disciplines. Nous venons avec des partenaires pour apporter de nouveaux souffles. Donc ces partenaires sont là pour aider les fédérations à faire leur championnat, à détecter les talents, parce que c'est de là que bien que le rôle du comité olympique c'est la préparation et la participation aux Jeux olympiques, mais pour nous, nous partons plus loin parce qu'il est très important que la détection se fasse très tôt, qu'elle se fasse à la base et qu'il y ait un suivi. Donc nous venons pour former d'abord les dirigeants sportifs dans la formation des projets, parce que le comité olympique quand même est financé à partir des projets du CIO, de la solidarité olympique, et ça va permettre aux présidents de fédération de voir plus clair et de pouvoir eux-mêmes préparer leur dossier pour avoir les financements. Nous avons fourni un programme à toutes les fédérations. Nous avons rencontré toutes les fédérations et la majorité des fédérations qui ont eu l'aimabilité de nous répondre, on est parti vers eux pour leur présenter le programme. Le programme, ce n'est pas un programme que nous avons ficelé d'avance, c'est un programme que nous avons travaillé avec toutes les fédérations. Nous avons pris en compte au cas par cas les difficultés et les réalités du terrain des fédérations. C'est avec ça que nous partons, que nous avons fait un travail définitif sur ce programme. Donc c'était bien, d'autres fédérations ont été assez appréciées, d'autres se sont vues vraiment très impliquées. Et pour nous, je pense que notre programme constitue notre garantie. Aujourd'hui, on aurait bien souhaité, avec l'équipe adverse, qu'on ait un débat d'idées pour pouvoir comparer nos programmes, mais bon, comme ce n'est pas le cas, je pense que c'est un débat qui est déjà morné. Et bon, nous ne pouvons que souhaiter à ceux que ces dirigeants sportifs voient ce qui est meilleur pour eux. Et mon message est le suivant, je pense que nous vivons tous cette même situation et aujourd'hui nous souhaitons avoir plus clair dans la gestion du comité olympique. Nous voulons que vraiment ce que les fédérations doivent avoir, qu'elles leur soient versées de manière assez responsable, qu'ils voient réellement c'est quoi le comité olympique. Parce que certaines fédérations ne savent pas c'est quoi même le comité olympique, c'est quoi la solidarité, c'est quoi les subsides. On n'en a jamais parlé, il est lieu d'en parler. Les subsides des Jeux olympiques, est-ce que vous savez qu'après chaque Jeux olympique, il y a des montants qui sont versés aux différents CNO pour appuyer les fédérations. Tout ça, les gens ne savent pas. C'est maintenant, quand on les a approchés, qu'ils ont pu savoir tous les avantages qu'ils peuvent tirer. Donc pour moi, je pense que le message que j'ai à leur lancer, c'est de venir vers le changement, de voir le développement du sport et de ne pas se référer à un culte de personnalité ou autre chose. Issoufou Badar, président de la Fédération nigérienne de volleyball, candidat à la présidence du COSNI. Le COSNI donc qui tiendra demain, Inch'Allah, l'Assemblée générale élective. 2 candidats sont en lice, Issoufou Badar et le président sortant, Alhaji Idé Isaka, candidat à sa propre succession. Pour terminer ce journal, notons le début cet après-midi au Stade Général Seyni Kounté de Niamey des compétitions du championnat national d'athlétisme qui a sa 19e édition. Ce championnat national regroupera plutôt pendant 2 jours les athlètes venus de toutes les régions de notre pays. D'autres précisions avec Abdelrazak Léo. C'est parti pour les compétitions du championnat national d'athlétisme 2018, correspondant à la 19e édition. Les talents de toutes les régions du Niger sont présents à Niamey où ils vont rivaliser d'adresse, de vitesse et plus encore. Nous sommes à notre 19e édition du championnat national d'athlétisme sur piste. Et couplé, donc c'est le championnat senior couplé au championnat senior. Nous l'avons placé sous le signe du fair play
puisque vous êtes vous avez tous connaissance que nous sommes à la veille des élections du comité national olympique, donc l'instance qui rassemble l'ensemble des fédérations nationales. Donc c'est pour cela que nous l'avons placé sous le signe du fair play. Toutes les régions sont présentes, vous pouvez le constater. Difa, Agadez qui sont un peu loin, ils ont devancé tout le monde ici. Et ce n'est pas seulement le championnat senior, hein, je vous ai rappelé que c'est couplé aux juniors. Puisque nous, notre objectif, c'est la relève. C'est pourquoi nous pensons aux juniors et aux cadets. Et depuis un certain temps. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cette discipline qui se porte plutôt bien, même si l'organisation de cette nouvelle édition n'est pas sans lacune. Vous connaissez les conditions dans lesquelles toutes les fédérations végètent dans ce pays-là. Donc nous nous sommes débrouillés nous-mêmes, le bureau de la fédération et quelques bonnes volontés qui se sont manifestées. Et c'est dans ces conditions que nous sommes arrivés à organiser ce championnat national. Aussitôt après notre élection, nous avons fait un programme d'urgence dans toutes les régions, notamment par rapport à la relance de l'athlétisme au niveau des régions. À l'issue de ce programme de relance, nous avons organisé un championnat national, presque à la même date que celui-là qui se tient à Niamey présentement. Après le championnat national, nous nous sommes rendus à Conakry pour le championnat ouest-africain d'athlétisme où nous avons remporté 2 médailles, une en or sur les 800 et une seconde donc au 1500, donc la médaille d'argent. Ces championnats seniors d'athlétisme couplés aux juniors se tiendront sur 2 jours. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.